Bonjour, bonjour à nos amis de Canal 10, nos amis de Culture Business. Très, très, très content de vous retrouver pour inaugurer à mon tour ce beau studio qu'on nous a offert, que nos techniciens ont préparé pour vous les personnes ressources, mais aussi pour les téléspectateurs, de manière à avoir des débats plus intéressants avec plus de monde. Voilà. Comment allez-vous tous? Vous êtes beaux, c'est particulier en fait, je me retrouve avec une flopée de visages, voilà, plus de proximité, plus de tous les visages sont face à nous, de belles personnes, et pour un sujet aussi intéressant, puisqu'on va parler de l'Afrique, et je me suis mis en scène, hein. Vous avez vu? Oui. Je me suis dit, je vais même pour ça, quand je dis quoi tu dois mettre. D'accord, donc aujourd'hui on va parler de l'Afrique qui est l'Eldorado pour beaucoup et on va se poser la question de nous en Guadeloupe, est-ce que on regarde aussi vers l'Afrique, est-ce qu'on on suit un peu ce qui se passe, est-ce qu'on a cette envie? Et pour certains qui ont passé le stade de l'envie, qui ont été là-bas, qui sont en relation avec le territoire, ils vont nous dire ici comment ça se passe et quelles sont les perspectives pour nos entrepreneurs. Alors merci à tous d'être là. François, comment tu vas? Toujours bien. Ça va ça. Toujours bien. Ouais, mais il faut accepter ça, on ne va pas changer. Hein. Ah, c'est ma philosophie de vie. D'accord. Magali, ça va? Bonjour Patrice, je vais très bien, merci. Tu as changé de coiffure, c'est bien? Oui, effectivement. Ouais. Je vois que tu remarques que tu as vraiment le sens du détail. Hein. Je suis là pour ça. T'inquiète pas, spécialiste. Je suis là, je coordonne, mais je vous regarde. C'est pour ça que je suis entouré que des femmes. Enfin, pas au courrier, mais j'aime bien observer. Voilà. Courrier, ça va? Je ne peux pas avoir tout pour toi, tout seul. Voilà. Oui, voilà. L'équipe Patrice, moi ça va, toujours opérationnel. Tu as suivi le dress code? Oui, je me suis dit, je me sens. Vous êtes associé ou quoi? Vous auriez pu nous dire ça. On Hein? n'a pas voulu vous donner le tips parce qu'on savait que vous alliez mettre trop de chaleur sur le plateau. Ouais. Donc, on nous verrait moins. Donc on nous verrait moins. moins. Mais sinon ça va Patrice, tranquillement. Tranquille, tu nous as emmené un invité? Exactement. De qualité, comme d'habitude? De qualité comme d'habitude. Et j'ai hâte de passer à notre intervention. Très bien. Ça sera en dernière partie. Je rappelle à Joanne qu'il peut intervenir dans l'émission à tout moment, puisque c'est une émission interactive. Très bien. Ça marche. Ok. On va pas rigoler, la veste et tout. Attention. Bon. Alors, on va présenter nos invités. Alors, pour commencer, de celle qui est juste à côté de Magali, donc Karine Jean. Voilà, ils ont changé le titre. Donc, conseiller en stratégie économique, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Hein. D'accord. Donc, avec toi, vous avez vu le lien de ressemblance? Je faut pas faire semblant. Hein. Donc, voilà. Donc, elle est... En plus, mais ça côté. Donc, voilà. Tu vas intervenir avec nous pour nous donner un peu les orientations sur les pays qui ont le vent en poupe, les pays qui sont attractifs. Exactement. On verra tout ça. Alors, ensuite, on a Ramsès Aguessi, donc président de l'association Minanleco, c'est bien dit? Exactement, c'est ça. Très bien. Toi, tu viens de là-bas et tu viens nous emmener le soleil, nous emmener la bonne vibration. Exactement. Je viens de là-bas, mais j'habite ici depuis mon plus jeune âge. De quel pays tu viens? Je viens du Bénin. Ouais, d'accord, très bien. Alors, on va discuter avec toi justement, voir les perspectives. Juste à côté de toi, Jean-Paul Kiko. Bien, bonjour. Qu'en fait? Ça caille bien. Oui. Bien. Merci d'offrir l'opportunité justement de partager autour de l'Afrique. C'est toujours intéressant de pouvoir valoriser le continent. Hein. Donc voilà. Alors, président de Guajeka. C'est ça. Et c'est toi aussi qui avais mis en place le grand festival aussi autour des Jeux. Le festival Guajaka, des Jeux aussi entre le Bénin et la Guadeloupe. Et aussi de l'ONG, hein, Guajeka Bénin maintenant, on va en parler. Ouais, c'est bien. Voilà, beaucoup de choses à dire avec toi justement parce que tu organises aussi des voyages maintenant. Les choses se sont développées. Alors Christelle Clamant, bonjour, tu vas bien? Patrice, ça va et toi? Ça va. Ouais. Route d'édition? Toujours. Ouais. La librairie, maison d'édition plutôt? Maison d'édition, voilà. On avance, on évolue. Il faut. Un peu comme Cannabis apparemment. Avec vous, on est obligé. Si vous poussez, on doit pousser aussi. Hein. Voilà. Donc avec toi, justement, on va parler de ton initiative aussi, la stratégie de développement qui a consisté à partir vers le Ghana, je crois. C'est ça, on va discuter de ton expérience, un retour d'expérience positif, négatif, on veut tout savoir. Tout. Ok, je dirais tout. Très bien, voilà. Eh bien, je remercie Yann aussi à la technique. Ensuite, on va tout de suite rentrer dans le sujet.
Donc nous allons aujourd'hui essayer d'aborder cette question, puisque c'est une émission avant tout économique, mais l'économie n'est pas loin des faits de société. Aujourd'hui, la géopolitique nous invite à analyser ce qui se passe un peu dans les pays d'Afrique, parce que les pays, parce qu'on souvent dit l'Afrique, ça c'est aussi un gros problème, on a tendance à dire l'Afrique alors qu'on parle de 54 pays, et donc il faut avoir une réflexion beaucoup plus large et analyser les problématiques de chaque pays. Aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir vous offrir une réflexion, vous qui avez peut-être envie mais ne savez pas comment faire, ou vous adresser, là on va faire avec un retour d'expérience, se poser les bonnes questions, et puis si vous souhaitez réagir, vous avez notre WhatsApp pour le faire. Le numéro de téléphone va s'afficher tout à l'heure. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais d'abord me tourner vers Karine pour essayer de dresser un petit peu le panel des pays sur la carte d'Afrique. Qu'est-ce qui bouge? Quel pays est en phase, on ne va pas dire en phase de développement, puisque cet développement est déjà amorcé, mais vers quel pays on peut se tourner pour analyser si on a un projet de partir ou d'installer une collaboration? Alors, comme tu l'as dit, l'Afrique, ce n'est pas un bloc, hein, c'est un bon nombre de pays, donc 54 pays dans lesquels le développement est réparti de manière différente et inégale. Voilà, donc je pense que ça, tout le monde le sait. Donc les pays qui ont le vent en poupe, la Côte d'Ivoire, voilà, avec une forte croissance de 6%. On a aussi le Ghana, toujours au niveau d'informations macroéconomiques, au niveau du taux d'alphabétisation, par exemple, qui est de 76%. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les stratégies de développement des pays, c'est que chaque pays va choisir une orientation. Et ça, c'est, comment dire, même pour nous en Guadeloupe, ça peut donner des idées sur une orientation globale. Donc par exemple, l'Éthiopie va plutôt s'axer sur l'agriculture, voilà, l'agriculture, le social. Donc l'Éthiopie fait partie aussi des pays qui se développent fortement. Le Rwanda également, qui va plutôt s'axer sur le tourisme d'affaires, par exemple. Voilà. Donc il y a aussi d'autres pays comme le Kenya qui ont de très forts taux de croissance. Donc il faut savoir que pour comparer, même si on ne peut pas vraiment, enfin, on peut comparer, mais l'Europe, la croissance de l'Europe actuellement est d'à peu près 0,8%. Donc quand on est sur des pays africains qui tournent autour de 5-6%, voire plus, hein, voire 8% pour certains. Donc bon, on connaît les problèmes structurels de l'Afrique, donc c'est pour ça que je dis que la comparaison n'est pas forcément une bonne chose, enfin, la comparaison vraiment au sens strict, mais ça démontre quand même une dynamique. Voilà. Donc on va comparer encore la Chine est aux alentours de 5%, avec une croissance qui ralentit, hein, et les États-Unis se maintiennent toujours autour de 5%. Donc on voit vraiment qu'il y a une dynamique qui est dopée par la population. C'est-à-dire qu'on a une croissance, une forte croissance démographique. On est déjà à 1,3 milliard de personnes. Et dopée aussi par beaucoup de jeunes. Une population très jeune. Ce qui veut dire que c'est d'autant... C'est 50% de la population, moins de 25 ans. Oui, voilà, c'est ça à peu près. Ce qui veut dire que toutes ces personnes-là vont être sur le marché de l'emploi. Donc en fait, l'Afrique va se destiner vers un développement interne de sa croissance intérieure, hein, comme la Chine, et on voit les résultats en fait. Donc ce qui est intéressant au point de vue macroéconomique, en dehors de l'affectif, hein, puisque forcément ce sont nos origines et tout ça, c'est de voir que ce sont des économies comme les autres en fait, qui ont un marché intérieur à développer et dans lesquels il y aura toujours du business à faire parce que le pays est en phase de stabilisation, de croissance, qu'il va falloir des emplois, donc il va falloir des services associés. Voilà, donc c'est un peu globalement ce que je peux dire, c'est que
Alors bon, on sait aussi qu'il y a de l'instabilité en termes de conflits, en termes de politique, de guerre, tout ça. Voilà. Mais qui sont pas forcément dans les pays en croissance. Hein. Donc, au niveau des pays stables, on va avoir, comme on a dit, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Ghana. Enfin, j'ai pas envie non plus d'enfermer certains pays dans pays stables, pays pas stables, en fait, parce que chaque pays a Sa propre évolution. Voilà, exactement. Mais certains pays où il y a de l'instabilité, comme le Niger, par exemple, ou le Soudan, ont en contrepartie des ressources naturelles qui dopent aussi leur développement. Voilà, donc moi, je peux inviter les opérateurs économiques, bien sûr, à être prudents dans leur choix, hein, en termes de stabilité, voilà, de gouvernement déjà, mais aussi d'avoir une analyse très macroéconomique sur les faits, en fait, hein, de quoi on va avoir besoin dans tel pays, etc. Par exemple, la Côte d'Ivoire a un très fort taux de croissance, mais il y a déjà beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Voilà, il ne faut pas qu'on voit les pays africains comme des pays où il n'y a rien, sous-développés. Voilà, donc oui pour la Côte d'Ivoire, mais il faut voir aussi si le marché n'est pas, voilà, dans quel secteur, et voir si le marché n'est pas saturé. Donc il y a d'autres pays peut-être qui auront un taux de croissance un petit peu moins fort, mais il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc moi mon rôle en fait c'est un peu ça, c'est avant, entre guillemets, d'y aller, hein, même si il faut y aller, sans attendre, même pour un voyage touristique, c'est de dire, on peut déjà faire une préétude, analyser et voir, en fonction du secteur d'activité et au niveau des opportunités que présente le pays, se positionner. Par exemple, l'Éthiopie aussi investit énormément dans l'éducation, parce que ils ont leur stratégie, c'est ça, c'est de miser sur la jeunesse de demain qui doit être formée pour voilà. Donc c'est vrai que c'est plaisant de faire ce genre d'études parce que je crois hein, que auprès des dirigeants il y a une vraie volonté d'avoir une orientation globale sur le long terme et ça donne des idées. C'est aussi très impressionnant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du gouvernement. Voilà. On va revenir. France-Émile, justement, j'aimerais avec toi qu'on voit sur ce qu'on appelle le développement. Nous avions pris un engagement dans cette émission de ne pas parler du mot développement, tu te rappelles? On était plutôt sur l'idée de Kalala Moto-Toundé qui parlait d'élévation. Alors, parce que l'indice de développement, c'est défini par qui, en fonction de quoi, et qu'est-ce que c'est que le développement déjà? C'est ce que j'allais Alors, demander est-ce que tu peux à Karine, préciser? en fait. Voilà. C'est ce que j'allais demander à Karine, parce que si un Guadeloupéen lambda, que ce soit un chef d'entreprise ou autre, souhaite arriver à l'Afrique, vers des pays qu'elle a cités tout à l'heure, est-ce que la croissance est le seul indicateur? Je ne pense pas. Comme elle a dit, ça dépend du secteur d'activité, la stabilité politique, mais le quotidien, tout simplement. Est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer? Parce que l'intégration est importante. Parce que pour avoir regardé, vous allez le dire ou pas, hein, comment, une fois arrivé là-bas, c'est vrai on connaît nos origines, mais une fois arrivé là-bas, est-ce on s'attend à quoi? Être bien accueilli, moins bien, il y a ça aussi qui compte. En tout cas, pour avoir écouté les uns et les autres, c'est pas toujours évident. Donc, le développement, enfin, entre guillemets, l'élévation ne passe pas seulement par l'activité économique, mais aussi tout ce qui fait qu'un homme puisse s'intégrer sur un territoire, à mon avis. Alors, tu voulais compléter? Oui, j'aimerais juste passer en complément de ce que France-Émile disait. Parce que, vous savez, j'aimerais savoir si c'est un mythe ou une réalité, le fait que beaucoup de gens témoignent qu'il faut avoir des relations solides avant d'aller en Afrique. Il faut avoir un réseau solide avant de s'installer parce que beaucoup de gens se sont fait soit menacer ou se sont fait soit arnaquer parce qu'ils n'avaient pas un réseau solide quand ils ont voulu entreprendre. Donc, en complément de la question de France-Émile, j'aimerais savoir si c'est une mythe ou une réalité, ce réseau qu'il faut avoir avant d'entreprendre là-bas. Alors, je vais juste porter une précision sur la notion de développement, ce qu'on entend par le développement d'un pays. Alors, ça aussi, c'est relatif. Parce que dans le développement des pays, voilà, enfin,
en croissance, les pays actuels qui sont industrialisés, on va retrouver des notions très qualitatives comme le bien-être, des choses comme ça qui ne seront pas forcément, qu'on ne peut pas forcément comparer. L'indice de développement actuel global mondial ne va pas forcément refléter ce que la population attend à l'instant T dans certains pays africains. Donc c'est vrai qu'on regarde le taux de croissance, on regarde le produit intérieur brut, donc voilà, les revenus générés par les gens. Et par exemple, le taux de couverture, c'est tout bête, mais c'est essentiel, le taux de couverture en 4G. Voilà, donc des petites choses comme ça qui vont nous permettre de savoir est-ce que quand on y va, on va pouvoir se développer. Donc il ne faut pas calquer les indices, le fameux IDH, l'indice de développement humain qu'on connaît, il ne faut pas le calquer forcément, puisque les populations n'ont pas les mêmes besoins. Et le développement, il est vraiment constant, progressif. Et pour le mythe, je vais juste répondre faire une réponse, pas de professionnel, mais une réponse de personne. C'est comme partout. Je pense qu'en Guadeloupe, tu peux te faire avoir aussi. Voilà. Donc évidemment, il faut toujours se rapprocher des chambres consulaires. C'est le même fonctionnement que chez nous. On a une chambre de métier, ils ont une chambre de métier, ils ont des départements, des systèmes de ville, de mairie. Donc forcément, il faut rentrer quand même dans un circuit, conventionnel, mis en place par l'État pour créer. Et tout existe, tout comme Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas un pays de couillonneurs, quoi. Il y a des couillonneurs. Partout. Non, voilà. Comment ils nous accueillent, nous, en tant que Guadeloupéens? En tant que Guadeloupéens, parce qu'on est considéré comme, oui, nous avons des origines africaines, mais en même temps, je sais que, ça c'est parce que j'ai des amis africains et j'entends des fois les discussions, les Africains ne nous considèrent pas réellement comme de vrais Africains. Donc du coup, comment... Mais tu as un Africain en plateau. Voilà, mais justement. Alors oui, la question serait mieux de vous poser la question. Ça serait mieux de vous poser la question. Est-ce que, selon vous, en tant qu'Africains, vous considérez les Caribéens, les Antillais, les Afro-descendants comme des Africains? Et est-ce que l'accueil, du coup, nous est bien réservé? Alors, de par mon activité, mon association, avoir quand même organisé pas mal de séjours en Afrique à l'encontre des Afro-Caribéens, des descendants, j'ai constaté que c'est une question d'état d'esprit, de la manière dont la personne même arrive sur le continent. Parce qu'il y en a qui arrivent et qui sont tout de suite, voilà, exactement, dans de la stigmatisation ou des préjugés. Du coup, ça met tout de suite un frein en eux-mêmes et un frein à la population. Mais j'ai constaté aussi des personnes qui sont arrivées et qui étaient accueillies par des centaines de personnes sur place, vraiment en tant que frère ou en tant que sœur. Donc je pense que ça dépend de la vibe de tout un chacun quand la personne vient. Après, le mythe que les Africains prennent les Antillais pour des moitiés africains ou ce genre de choses, je ne pense pas. Au contraire, moi j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de personnes en Afrique et au contraire, je pense qu'il y a un respect des Africains envers les Antillais parce qu'on n'oublie jamais que ce sont nos ancêtres qui ont souffert, qui ont été déportés. Donc on imagine en fait toutes les tribulations, les souffrances. Donc au contraire, on se dit que les Antillais qui sont ici et qui sont des descendants viennent de personnes qui ont été très très fortes pour faire le parcours d'abord, très très fortes pour survivre ici, très très fortes dans plusieurs choses. Donc au contraire, je pense que c'est tout le contraire dans la tête des Africains sur place là-bas et qu'il y a au contraire un profond respect pour les Antillais et deuxièmement pour les Antillais qui osent faire le pas malgré tout ce qu'on entend, comme tu viens de dire, malgré tout ce qu'on peut entendre sur l'Afrique, si, ça. Donc ceux qui osent faire le pas malgré cette barrière médiatique ou psychologique qui est mise dans la tête de certains, je pense qu'il y a au contraire encore une plus grande forme de respect. Parce qu'on se dit que, surtout quand moi j'explique à mes frères, à mes soeurs, à mes cousins là-bas qu'il a fallu prendre 2 avions, il a fallu quitter la Guadeloupe, arriver à Paris, après faire Paris-Cotonou, il a fallu mettre tel montant pour les billets, pour le séjour. Donc ça, au contraire, ça suscite un respect en eux parce qu'ils se disent, bon, ils ont fait tout ça pour venir à notre rencontre, pour venir nous voir. Donc c'est complètement un autre état d'esprit, au contraire des Africains.
par rapport aux Antillais qui viennent. Après, comme je disais au début de mon intervention, c'est toujours en fonction de l'état d'esprit. Parce que nous aussi, en Guadeloupe, on a ce petit souci-là, c'est que quand je ne veux pas dire des étrangers, mais des personnes qui ne sont pas guadeloupéennes viennent et veulent un peu nous emmener sur d'autres cultures, sur des choses, sur nous imposer un peu notre manière de fonctionner. On bloque aussi rapidement, on bloque aussi. Donc, tu vois, il faut voir aussi la chose d'une autre manière. Donc, si c'était des personnes qui venaient en Guadeloupe, mais qui laissaient notre voiture à pimp, sans, tu vois, ce genre de choses et tout, je ne vais pas. Mais, tu vois, il n'y aurait pas de clash. Donc, c'est pareil pour l'Antillais qui se rend en Afrique. Tout est dans l'état d'esprit. Alors, Ramsès, justement, pour la question que tu as posée, moi, j'ai l'impression, hein, à mon humble niveau, que ça, c'est une question qui se pose plutôt dans la diaspora. Quand il y a des Antillais qui rencontrent des Africains, mais ailleurs qu'en Afrique, sur le territoire. C'est plutôt là que cette question-là est très présente, où on se compare. Toi, moi, j'ai les papiers. C'est surtout dans ces... Je pense que c'est plutôt là. Bon, je m'avance peut-être. Oui, bon, alors, voilà. J'aimerais ouvrir la porte et le micro à nos deux amis qui, eux, ont fait le pas, et ont déjà développé ce lien. Et juste demander, Ramsès, qui est le bien nommé, est-ce que tu peux nous compléter ce que Karine disait sur la question de ce que... Parce que j'imagine que vous avez été dans d'autres pays aussi, tu as pu le voir. Est-ce que tu confortes ce qu'elle disait sur ce qu'on appelait le développement? Alors, moi, je serais... Le développement, moi, je serais vraiment plus... enclin à reprendre la formule de madame, où je pense que, certes, on parle business, mais avant tout, je conseille à beaucoup de personnes d'aller 1 fois, 2 fois, 3 fois en mode touriste lambda, voir comment ça se passe, voir comment on est accueilli, poser des questions au fur et à mesure et voir si on veut sauter le pas de l'entrepreneuriat dans ce pays. Je vais préciser ma question, c'était par rapport au pays, le Kenya, ce pays-là. Est-ce que toi, par rapport à la liste des pays qu'elle nous a proposés, est-ce que tu confirmes qu'effectivement, il y a ces pays-là où on a l'impression qu'il y a un potentiel, où il y a une capacité d'accueillir d'autres personnes qui voudraient venir? Tout à fait, c'est des pays. On n'a pas parlé du Nigeria aussi. C'est des pays où il y a beaucoup d'ouverture au niveau business. Après, ce sont des pays développés, mais moi je vais aller direct dans le fond du sujet, c'est que c'est développé souvent pas pour les habitants. C'est développé, mais pour une autre classe, c'est développé pour d'autres personnes qui viennent. Donc il faut aussi se poser la question. Il y a le chef d'entreprise classique qui s'en fiche, entre guillemets, qui va pour le monétaire, et voilà. Mais après, si on est souvent issu de la diaspora, on a souvent quelque chose en nous qui nous pousse à aller faire du business, mais dans une certaine... comment dire ça, avec une certaine des notions, c'est-à-dire que souvent on veut être à la rencontre de la population, on veut élever le pouvoir d'achat des gens. Donc souvent il y a des pays où le business fonctionne, mais il faut voir en fait pour qui, qui en profite exactement. C'est pour ça que Madame a précisé quelque chose tout à l'heure. Je pense que peut-être les pays où il y a une croissance démographique moins élevée sont peut-être plus intéressants à s'y rendre, parce que il y a presque, je dirais pas tout à fait, mais en fait, on est dans une phase où, dans 10, 15, 20 ans, ce seront des pays qui seront peut-être au niveau du Rwanda, du Nigeria. Donc, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut y aller. Selon toi, ça serait quel pays? Le Bénin, par exemple. Je suis pas chauvin, mais exactement le Bénin, le Togo sont les 2 pays que je vois tout de suite où on peut être en place maintenant pour, dans 10, 15 ans, évoluer avec ces pays-là. Parce qu'il y a des pays, Madame aussi disait ça très bien, comme la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Ghana. Il ne faut pas croire, c'est des pays où vous ne pouvez pas tout de suite aller pour investir. C'est qu'il faut pas mal d'argent, il faut un sacré porte-monnaie. Parce qu'on dit l'Afrique, mais souvent c'est qu'il y a déjà tout créé dans ces pays-là. Et si vous voulez rentrer dans le marché, il faut un gros portefeuille. Alors que là, quand je parle du Bénin et du Togo, c'est que... portefeuille, là. Faire péter, là. Quand je parle du Bénin et du Togo, c'est que ce sont des pays où on peut s'implanter avec peut-être un budget moins conséquent. Et comme ce sont des pays où il y a pas mal de choses à faire, donc c'est possible d'évoluer tout doucement, de commencer tout doucement et de peut-être devenir peut-être un capitaine d'industrie dans ces pays-là, mais tout en ayant à l'idée que il faut d'abord... Très bien. On va partir pour la pub. Ensuite, on reviendra plus précisément avec nos 2 amis qui ont plein d'argent. Semble-t-il.
Et puis ensuite, on essaiera de se poser des questions à savoir justement quels sont ces critères. Quels sont les critères pour s'implanter, qu'est-ce qu'on doit analyser. On lance la pub, Yann, et puis on se retrouve juste après. Chers amis, nous sommes revenus après la pub que Magali n'aime pas. Que voulez-vous qu'on dit aussi même pas de télévision sans publicité. Mais non, mais c'est Okay. la vérité, ça. Voilà. Alors, j'étais sur Ramsès encore, tu vois, ça m'a impressionné. Jean-Paul et Christelle, racontez-nous tout. À quel moment vous avez eu, dans votre schéma de développement, l'idée d'aller sur la terre-mère, sur le continent originel pour implanter votre business ou chercher une collaboration? Est-ce que vous êtes allé en tourisme d'abord? Comment? Et aujourd'hui, à quel stade vous en êtes? C'est moi, Alors, quand c'est venu dans ma tête, je vais répondre à tes questions dans l'ordre. Je ne sais pas, c'était il y a très longtemps. J'y suis allée en décembre 2020. Je suis partie m'installer avec mes bagages, ma fille sous le bras et tout ce qu'il y avait autour, mon chien aussi. C'était important, c'est important. Et on est allé, on s'est installé. Alors moi, je suis très aventurière, donc j'y suis allée, boum, comme ça. La première fois? Ouais. Et en fait, avant, j'avais pris évidemment tous les contacts. J'étais en contact avec alors je ne vais pas dire un agent immobilier, mais en fait, c'est un Ghanéen qui vit à Londres et qui a des terrains, en fait, et qui vendait des terrains. Alors, c'est très particulier, il faut y aller doucement pour les terrains dans certains pays d'Afrique. J'avais une avocate ghanéenne aussi, avec qui j'étais en contact. J'ai maintenant des amis ghanéens avec qui tout se passe bien. Donc j'ai eu tous ces contacts-là avant. Je suis partie, j'ai d'abord loué une maison, comme on louerait une maison quand on part en vacances. J'ai rencontré, comme je suis dans le livre, j'ai rencontré une libraire qui avait fait parler d'elle juste avant, un petit peu de façon internationale, qui était très, très adorable aussi. Et voilà, on est allé voir, on a un petit peu tâté le terrain, on a regardé ce qui se passait. On a notre terrain là-bas. Donc j'ai un terrain. Il faut préciser que le Ghana parle anglais. Ah oui, pardon, on parle anglais parce que je suis bilingue, donc c'était plus facile. Moi aussi, c'était aussi donc, oui, le Ghana, c'est un pays qui a été colonisé par l'Angleterre, donc on y parle anglais, c'est une langue officielle. Et donc, on a notre terrain là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'on est parti à un moment où le Ghana avait mis en place cette politique du retour à la terre-mère pour les Américains. Mm-hmm. Donc, on s'est glissé dans la... Tu vois, genre, je suis américaine aussi, je viens. C'était pas pour toute la diaspora, c'était que pour... Alors, ça visait idéalement toute la diaspora, mais c'était surtout les Afro-Américains et les Afro-Anglais. Parce qu'on parle anglais là-bas. Mais on s'est glissé dans le lot et donc j'ai pu rencontrer cette personne qui a une super entreprise qui a bien grossi maintenant, où beaucoup d'Anglais, d'Américains ont acheté. Et donc il a créé une communauté, en fait, des terrains avec des maisons où ce ne sont que des afro-descendants. Qui ont acheté là. Et donc ça crée une communauté. Il crée un ghetto là-bas. Pourquoi ghetto tout de suite? Pourquoi tu donnes le nom que les gens nous ont donné? Non, une communauté. Okay. Et ça permet soit pour le tourisme, soit pour les gens qui ont envie de s'installer, etc. Dans une ville du Ghana qui est en développement, on va souvent dans la capitale de la région d'Accra. Donc l'Accra. Et on ne va pas voir ce qu'il y a, parce que le Ghana est très grand. Et il se passe d'autres choses ailleurs. Et donc, cette ville qui est à 1 heure de route de la capitale Accra, près de la mer, voilà, il y a ce développement de terrain, etc. Et donc, on s'est glissé dedans. Mais l'idée, c'était vraiment... Alors, j'ai écouté un petit peu tout le monde. Et c'est un peu ça. Il n'y a pas seulement l'économie, il y a comment on arrive. Il ne faut surtout pas arriver en terrain conquis. On n'arrive pas... Ouais, c'est moi, je suis le chef. Non, pas du tout. On va te remettre à ta place directe. En fait, on va t'accueillir parce qu'on a été bien accueillis en tant que frère, c'est comme tu le disais. Mais il ne faut pas que tu viennes en pensant que c'est toi qui gères tout, en fait. Les gens sont chez eux, tu viens, tu demandes, tu fais connaissance et ça se passe très très bien. On a été super bien accueillis, j'ai eu toujours des amis là-bas et voilà, en gros, c'est ça. On a regardé tout ce qui était à faire comme business, etc. Nous n'avons pas plein d'argent. Le prix des terrains, vous pensez bien, c'est pas le prix des terrains en Europe ou aux Antilles françaises en tout cas. Ça n'a vraiment rien à voir.
Et il y avait de quoi faire comme métier. Comme je suis prof de français aussi, il y avait de quoi faire parce qu'ils veulent apprendre le français. À côté, on a le Bénin et le Togo. Ils font souvent des affaires avec ces deux pays qui sont très voisins. Il y a de l'agriculture aussi. On nous a conseillé d'aller sur l'agriculture parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Malheureusement, on a dû rentrer parce que mon conjoint a eu la malaria, la forme la plus grave. Donc, on est rentré en urgence. Et ça, il faut faire attention aussi. On n'y pense pas toujours. On arrive comme ça, un peu frais le lait. Mais non, il faut faire attention à ces choses-là. Surtout quand on n'est pas habitué, qu'on est dans notre petite Guadeloupe, on pense qu'on connaît la vie. Non. Voilà. Autrement, oui, bon accueil. Il y a des choses à faire, mais c'est mieux d'entreprendre avec des locaux. C'est plus évident de le faire comme ça. Et rester dans l'humilité, en fait. Je suis arrivée, je sais que j'ai des origines africaines, mais j'ai toute ma caribéanité qui m'est tombée dessus, en fait. D'accord. Ouais, parce que je sais que je viens de là, mais il y a tout ce qui s'est passé avant, toute notre histoire qui a été arrêtée, nos ancêtres qui ont été déportés. Et je suis venue avec tout ça sur mon dos en me disant « Ah ouais, quand même, je suis chez moi parce que ce sont mes origines, mais j'ai tout le bagage caribéen avec moi et ça, voilà, ça me met, ça m'a mis comme une pression sur moi. J'ai dit « Waouh !» Et ça m'est venu en pleine face. Au-delà de ça, allez-y en fait, juste. Alors, et au niveau business, alors, quand on part comme ça, tu nous as dit à l'aventure, qu'est-ce qu'on attend par rapport à ton business, ta maison d'édition? Eh bien, je ne savais pas quoi attendre. Je voulais voir ce qui se passait et l'avocate m'avait bien conseillé de si je veux faire du business, de me mettre avec une personne locale. Et c'est ce que je suis allée faire. Je suis allée voir donc la libraire qui a bien développé son business là-bas. Mais elle m'expliquait qu'elle vit à Londres et qu'elle n'a pas envie de retourner vivre au Ghana. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de personnes anglaises qui sont ghanéennes d'origine et qui veulent faire leur business là-bas, mais pas vivre là-bas à cause de certaines difficultés pour les populations locales, parce qu'on développe vraiment pour les étrangers, les Français qui sont expatriés, pas migrants, on ne sait pas pourquoi. On développe beaucoup pour eux, pour les Américains qui ont beaucoup d'argent, et très peu pour la population locale. Donc c'est assez compliqué. Ils se disent que eux sont locaux, leur couleur de peau fait qu'ils sont locaux et ça peut être compliqué pour eux de rester vivre là. Donc ils préfèrent rester travailler en Angleterre, avoir l'argent qu'il faut et venir investir leur argent dans leur business là-bas. Donc là, je suis arrivée, je lui ai proposé des choses, mais comme on a dû rentrer, ça n'a pas abouti, mais c'était bien parti pour que je puisse travailler avec elle, développer... Au niveau du cadre légal, si un Guadeloupéen vient s'installer là-bas, il peut créer une entreprise, c'est ouvert. Alors, il peut, c'est plus difficile en tant qu'étranger. Il y a plus de choses à faire, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est plus facile, c'est moins difficile de faire un business avec un local. Sur place. Ouais, tout à fait. Voilà. Justement, vous parliez d'un système que le Ghana avait mis en place pour faciliter le retour au pays. Des Afro-Américains. En fait, les chiffres que j'ai pu avoir, et vous en parlez justement, Karine, c'est que l'UE est le principal partenaire commercial en Afrique et qu'il y a environ 30% des relations commerciales des pays africains qui sont liées à l'Europe. Moi, ma question, c'est de savoir, en tant qu'Européens, parce que nous sommes Guadeloupéens et du coup Européens, est-ce qu'il y a une facilité, peut-être pas pour le Ghana parce que c'est pas forcément la même chose, mais une facilité dans le continent africain pour nous en tant qu'Européens, étant donné que l'Europe est assez ancrée en termes de business là-bas, d'y aller plus facilement pour nous en tant qu'Européens en Afrique. Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce qu'il y a des systèmes? Est-ce qu'il y a des systèmes pour traverser en toute sérénité notre transition? Oui, alors il y a des cellules dans les différentes chambres consulaires et au niveau en France, c'est-à-dire des cellules qui facilitent l'installation d'entrepreneurs. Au niveau de la BPI, normalement, par exemple, ils ont leur cellule Afrique, donc où forcément, l'Europe, la France, ils veulent avoir une part grandissante dans l'économie là-bas. Donc, ils vont faciliter. Mais je veux dire, ce genre de dispositifs ne sont pas sollicités par les petits porteurs de projets. Voilà, donc il faut tenter, il faut les contacter, il faut soumettre ces projets. Il y a aussi énormément de fonds européens
énormément de fonds européens qui se chiffrent en milliards pour soutenir des activités là-bas. Alors, ce sont aussi beaucoup d'activités qui sont dans des domaines du social, voilà, l'innovation aussi. Donc, il faut soumettre les projets, mais des fois aussi, il faut avoir un statut particulier. Il faut être une ONG, par exemple, pour que ce soit plus facile de... Donc, pour moi, il faut oser. Il faut pas se dire oui parce que c'est une ONG. Bon, moi, je préfère faire mon petit truc d'artisan ou d'indépendant. Il faut essayer de se regrouper et de voilà. Une ONG, on crée beaucoup d'associations en Guadeloupe. Il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin dans le statut et pourquoi pas pour aller décrocher ce genre de fonds. Tenter. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent, mais il faut des tailles. Quand même de structure assez importante. Oui, enfin, relativement importante. Mais vu qu'on ne le fait pas, enfin, je m'avance, voilà, mais en tout cas, vu qu'on n'entend pas ce genre d'initiative, on va dire qu'il n'y a pas de fonds, mais il y en a. Mais quand c'est l'Europe qui décaisse, il y a tout un cadre. Il y a des axes, donc les axes sont à disposition sur les plateformes. On peut savoir les axes qui sont financés, par exemple, voilà, comment dire, les femmes, le travail des femmes, l'éducation, etc. Donc, il y a des choses à faire, des dispositifs qui existent. Voilà. Peut-être que Jean-Paul, lui, il a une ONG. Oui, tout à fait. Voilà. Il peut nous expliquer. On revient à cette question. Oui, mais en fait, alors, s'il faut partir de l'ONG, il faut dire qu'il y a d'abord eu un cadre qui fait qu'on est arrivé là. Et c'est vrai que moi, mon approche par rapport à tout cela, c'est que au départ, ce qui m'a motivé, ça a vraiment été déjà d'un point de vue très personnel. C'était vraiment une connexion avec le continent. Ça a d'abord été ça, mon leitmotiv. En plus, ayant été justement un fidèle élève de Kalala Omotunde, on a pu justement parcourir et comprendre toutes les richesses que l'Afrique avait, au-delà du business, au-delà de plein de choses, mais vraiment la richesse interne, j'ai envie de dire, intérieure du continent. Et donc ça a été la première motivation. Et par rapport à cela, j'ai l'opportunité justement un jour de tomber sur le fameux Ramsès qui explique qu'il organise des voyages et tout. Et donc ma motivation, comme je suis dans le monde des jeux traditionnels, donc j'ai voulu en fait déjà comprendre quelle est la réalité du monde des jeux sur le continent. Et ça a commencé, mais il y a quelques années, avec d'abord l'Égypte, parce que étant plus jeune, j'ai eu l'occasion d'aller en Égypte pour voir justement comment ça se passait. Après, il y a eu la Côte d'Ivoire, mais j'étais encore un peu jeune. Et récemment, vraiment il y a 3-4 ans, avec Ramsès, quand j'ai pu découvrir le Bénin, je me suis rendu compte que là-bas, il y avait quand même, c'était tellement riche au niveau culturel, au niveau social. Il y avait vraiment des richesses culturelles qui ne sont pas forcément tout le temps mises au grand jour, mais qui ont vraiment le mérite d'exister. Et là, je me suis dit, tiens, je suis venu avec ma valise de jeux. Je me suis dit, allez, on va voir qu'est-ce qu'on a là-bas. On a commencé à voir que, tiens, on a des jeux qui se ressemblent, on a des jeux qui sont différents. Il y a des univers de jeux qui sont différents en fonction des lieux, des endroits et tout. Et là, je me suis dit, mais pour aller plus loin, au-delà de l'échange, parce qu'on a quand même beaucoup de compatriotes entiers qui vivent là-bas, on s'est dit, mais tiens, on va vraiment essayer de créer une cellule, une structure qui va permettre vraiment de faire le lionnage, de faire la liaison, de faire le pont. On a à l'image. Mais voilà. Et du coup, on a créé d'abord un festival des jeux où on a mixé justement les jeux de la Guadeloupe, les jeux du Bénin. On a fait une tournée afro-caribéenne avec cela. Et par la suite, on s'est dit, mais ce serait bien de pouvoir créer une structure vraiment sur le continent, dans le pays. D'où l'ONG Guajeka Bénin, pour justement qu'il y a deux grands axes, on va dire. Déjà, effectivement, le développement culturel avec les jeux, la production de jeux, mais aussi le côté social, dans la mesure où là-bas, il existe encore malheureusement beaucoup d'enfants qui subissent les travaux forcés, les mariages forcés ou autres. Donc, avec les copains, les amis de Soava, notamment. Soava, c'est la cité lacustre, où tout se passe sur l'eau. On a décidé de créer l'ONG pour développer l'aspect culturel, mais développer l'aspect social aussi, en aidant les familles, les enfants, à améliorer leur quotidien avec nos possibilités. Ouais, bon, donc c'est un peu cela, c'est parti de cela. Et puis on s'est rendu compte qu'avec les jeux, c'est quand même un média très intéressant, parce qu'à la fois c'est intergénérationnel,
c'est intergénérationnel et ça nous ouvre des portes, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau de la population locale, au niveau des associations, des structures. Et c'est vrai que plus facilement, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est que avant d'aller investir, de développer, pour moi, ça a vraiment été important d'aller régulièrement, de connaître, comme dit Fred Deyer, de prendre cadence à pays-là, Exactement. vraiment, pour mieux être en phase avec les choses. Et c'est vrai que sans, je dirais ça tout le temps, sans mon ami Ramsès, qui est à la fois justement béninois et guadeloupéen, donc qui comprend la culture, les deux cultures, c'était beaucoup plus évident, beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique même, de créer, de mettre en place, de rencontrer des gens et par la suite après de développer sur plusieurs axes. Quand tu parles de développement, donc, quelles sont les différentes extensions que tu as imaginées, que tu as déjà mis en place ou que tu veux mettre en place? Est-ce que c'est que l'industrie culturelle qui t'intéresse? Alors d'abord, déjà, c'est vrai que ma base, c'est vraiment la culture, dans la mesure où on a eu tendance, le monde a évolué, on a eu tendance à mettre à côté, ne pas comprendre l'essentiel, l'essence même de la culture. On passe à côté de ça souvent pour X ou Y raison, bref. Nous, en passant par là, on s'est dit, c'est une manière déjà de permettre aux gens de se reconnecter. Et ça, c'était notre première volonté. Les Caribéens, la Guadeloupe, avec le continent, avec le Bénin, pour pouvoir se connecter et travailler par la suite ensemble et développer des business ou autres, il fallait déjà apprendre à mieux se connaître. Moi, ça fait 3 ans, je vais tous les 6 mois là-bas. Malgré ça, j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, à connaître, à réaliser. Il y a vraiment encore beaucoup de travail. Mais pour autant, le fait d'être quand même assez régulièrement sur le continent, mais ça permet de mieux comprendre la culture, de mieux comprendre comment ça se passe. On a vraiment des réflexes qui sont différents. Mais c'est là où tout le défi pour moi, c'est de comprendre comment on marie tout cela et comment on apprend après cette phase-là, commencer à développer activement. Alors oui, il y a la culture, il n'y a pas que la culture. C'est vrai que moi j'ai les jeux, j'ai la musique, j'ai la danse, j'ai ce secteur-là. Mais après, il y a tout ce qui est aussi au niveau de l'éducation. On parle d'éducation. Et je vois nos interventions dans les lycées, dans les écoles, là-bas, permettent de voir qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a une grande demande. Et c'est justement, Kalala disait ça souvent, la diaspora, on a notre rôle à jouer, justement, dans l'évolution, pas que l'évolution, dans l'élévation aussi de nous-mêmes et des amis du continent, quoi. Justement, ça me permet de rebondir sur la question que je vous poserai à tous. Est-ce que vous avez eu l'impression, et j'aimerais que Ramsès nous en parle, sur qu'est-ce que par rapport à notre spécificité, qui nous sommes, c'est ce lien naturel, mais aussi par rapport à notre degré de formation, les différentes branches. Par exemple, dans l'agriculture, nous sommes pas mal, dans l'artisanat aussi, dans d'autres secteurs, nous sommes bons, sur les énergies aussi. Est-ce qu'il y a des portes qui peuvent naturellement s'ouvrir? Alors, il y a vraiment beaucoup de portes. On parle d'agriculture, on parle de plusieurs domaines. Comme on disait, beaucoup de choses restent à faire parce que il y a déjà une base qui est intéressante, mais le fait qu'on soit justement, je n'ai pas envie de dire les cousins, mais du fait qu'on soit justement aussi imprégné par notre monde occidental, caribéen, tout ça, etc., je pense qu'on a aussi cette carte à jouer pour pouvoir compléter ce qui existe sur le continent pour mieux avancer ensemble. Donc oui, en agriculture, on voit dans plusieurs domaines, beaucoup de choses restent à faire et notre spécificité et aussi nos compétences dues à là où on habite, là où on vit, fait qu'on peut vraiment apporter un plus pour mieux avancer, il me semble. Il y a 2 exemples qu'on peut citer. Il y a M. Willy Rosier, qui je crois que c'est au Bénin. Oui, Willy Rosier au Bénin. Et on a aussi la Martinique, là-bas, bien sûr, Colin Thompson. On se rend compte, j'étais avec il y a 2-3 mois, là, d'ailleurs, et il disait que vraiment, tout reste encore à faire. Il y a une bonne base, une très bonne base. Maintenant, à mon humble avis, nous, Caribéens, on n'a pas encore assez réalisé, en fait. On parle d'Eldorado. Je ne sais pas si on est vraiment conscient de cela, d'autant plus que les médias ont beaucoup aidé peut-être à ne pas forcément aller dans ce sens-là tout le temps. Là, c'est en train de changer, mais tout reste à faire. Très bien. Christelle? Christelle disait tout à l'heure qu'elle avait fait l'acquisition de terrain. Est-ce que c'est la voie qu'il faut emprunter ou bien s'installer autrement? Alors moi, j'ai fait les deux. D'accord. J'ai fait les deux. D'abord découvert un peu, mais après, j'ai eu l'opportunité d'avoir justement des terrains, soit au Bénin ou au Togo.
C'est un tout. Pour moi, il faut cheminer au fur et à mesure. Ok. Pour C'est quel comprendre comment montant ça les se terrains? passe. Quoi. Parce qu'elle disait que ça n'a Oui, rien c'est à voir très avec intéressant. la Guadeloupe, mais c'est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher? Alors, en fonction des lieux, moi je vois, on a pu avoir parfois certains terrains, je sais pas moi, pour 500 mètres carrés, on peut avoir des terrains aux alentours de 2000 euros par exemple, pour avoir une idée, aux alentours. Ok. C'était Après, en fonction des endroits. À peu près. un peu plus cher, mais ça tourne autour. Ça tourne autour de ça, Justement, d'accord. j'aimerais poser, j'aimerais poser la question, désolé, j'aimerais poser la question à nos invités. En fait, c'est que j'aimerais savoir quelle est l'industrie ou plutôt le secteur d'activité. Et j'ai même envie d'être plus précis, quel même est le produit qui peut rendre un entrepreneur qui décide de partir en Afrique, parce qu'au final, quand on est entrepreneur, oui, on y va parce qu'on a envie de s'attacher à la terre, qui est l'Afrique, mais en tant qu'entrepreneur, on a aussi envie d'être rentable. Ça, c'est sûr. Quel produit, quel secteur d'activité qui peut permettre à un entrepreneur maintenant en Afrique d'être rentable? Pour moi, ta question, c'est trop réducteur. C'est ça, voilà, c'est ça, vrai. on peut pas Parce qu'en répondre fait, l'Afrique comme est ça, très, ouais. très riche. Il y a des... Tu vois, il faut imaginer qu'on est sur une autre base. Quand on est en Guadeloupe, tu vois, on est en Guadeloupe, mais là, sur le continent, on est vraiment sur d'autres bases, quoi. Donc, on peut pas être précis. Si je peux me permettre, s'il faut essayer d'être précis, se rapprocher d'une réponse, je dirais, parce que bien sûr, comme disait Kiko, l'Afrique est vaste, mais je pense que le premier secteur pourrait être peut-être l'agrotransformation, parce que dans tout ce que je vois, dans tous les pays où je vais en Afrique, on a souvent une consommation brute du produit, et soit parce qu'il n'y a pas les moyens, ou soit parce qu'il n'y a pas eu le voyage, parce que le voyage ouvre l'esprit, bien sûr. Donc, le produit est consommé brut. Donc, je pense que le secteur, aujourd'hui, où un entrepreneur pourrait se développer à peu près dans tous les pays en Afrique, ce serait l'agrotransformation. Parce que les produits sont souvent consommés bruts. La patate douce est consommée brute comme ça. Mais on n'a pas soit la capacité ou le temps ou les finances d'en faire des chips, d'en faire de la purée déshydratée, d'en faire, tu vois, toutes les variantes qu'on pourrait en faire. Parce qu'il n'y a pas les machines, il n'y a pas de l'idée. Donc je pense que l'agrotransformation serait, selon moi, le secteur où il faudrait foncer et investir. Carrément. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du côté culturel, historique et tout ça, mais pour répondre à ta question, c'est une analyse marketing d'un marché comme n'importe quel marché. Donc, quand on dit qu'il faut repartir à la base, donc voilà, regarder quelles sont les opportunités. Bon, par exemple, là, j'ai la population du Ghana, c'est 28 millions d'habitants. On connaît notre population, on est à peine 400 000. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut analyser. Il faut se mettre dans un esprit de marché et se dire, voilà, quelle est la population, quel est le niveau de vie. Et pour moi, tout business peut fonctionner en fonction des caractéristiques que va présenter le pays. Je suis par exemple un boulanger, et ben pourquoi ne pas aller développer mon unité de production là-bas, et je vais regarder le pays qui va proposer les meilleures caractéristiques entre guillemets sur le pouvoir d'achat, quelles sont les matières premières, l'accessibilité, les transports, les ports. C'est ça en fait, comment je peux faire venir ma marchandise, etc. Donc il faut reprendre un peu des bases techniques d'analyse de marché et se positionner. Et après, bon, bien sûr, si on peut joindre à ça le côté culturel, affectif aussi. Voilà, donc il y a, comme tu dis, c'est important, ta question était très pertinente, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cette approche culturelle, etc. Donc moi, j'ai envie de dire, il faut vraiment regarder l'Afrique comme un marché porteur et avoir une approche technique pour pouvoir faire son choix. Par exemple, j'ai des compétences en restauration, j'avais mon business de restauration ici. Et ben, pourquoi ne pas aller dans une ville, par exemple, où, tout comme ici, à midi, on va acheter notre repas chez un traiteur ou un restaurateur, n'importe, ben, c'est la même chose, en fait. Donc, en dehors de ce qui nous relie à l'Afrique et aux pays africains, moi, je regarde vraiment ce côté marché, voilà, opportunité de marché. Et donc moi, du coup, avec tout ce qui a été dit, effectivement, beaucoup d'informations, si moi je décide maintenant de partir justement, alors bien sûr en suivant
selon acquérir un terrain ou finalement aller visiter à plusieurs reprises. Mais si je veux savoir maintenant comment je peux faire, comment matérialiser la chose concrètement, où est-ce qu'il faut que vers quel organisme il faut que je m'oriente finalement pour savoir quelles sont les différentes étapes. Le chef d'entreprise qui nous regarde aujourd'hui, s'il veut finalement, il est convaincu, où est-ce qu'on voit en fait les différentes formalités à remplir en fait pour finalement s'installer. Déjà, il vient nous voir, se rapproche du voyage pour déjà faire le voyage une première fois. On va rencontrer du monde sur place, etc. Il faut vraiment aller étape par étape. Moi, je pense que ça me gêne toujours un petit peu déjà de parler business avant de parler humain, mais ça c'est personnel, parce que c'est vraiment pour développer les choses. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et tout, quand on n'est pas sur place, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut même pas le deviner. On risque de se planter aussi. On risque de se planter. Il faut y aller. Il faut parler avec les gens. Il faut comprendre comment ça se passe. Je vous donne un tout petit exemple. Rapidement. Très, très concret. Très, très concret. J'arrive justement, il me faut mettre signer pour mon terrain. Au moment de la signature, on me dit, on m'apporte de l'encre et en fait, je dois mettre mes empreintes sur le document. Moi, étant guadeloupéen, caribéen et tout, en général, quand je contractualise quelque chose, c'est avec une signature. D'accord ? J'ai un contrat et tout. Là, je constate que c'est une autre démarche. D'accord ? Mais qui finalement est beaucoup plus fiable et plus sérieuse avec les empreintes. Mais ce n'est pas ma culture au début. Mais si j'ai pas pris le temps de comprendre comment ça se passe et tout, quand j'arrive là-bas, pour moi, au départ, je me suis dit, mais c'est pas un vrai document, c'est du n'importe. Après avoir pris du recul, je réalise que, mais non, on peut imiter ma signature, on peut pas imiter mon empreinte. Vous voyez ? Et ça, j'ai des exemples comme ça qui montrent que l'organisation, la structuration des choses là-bas n'est pas la même. Mais si nous pas ici place, on peut pas le deviner. Très bien. On arrive maintenant à la fin du débat. Je vais laisser la parole à Corien pour nous présenter son invité. Complètement. Alors du coup, je vous présente du coup Johan. Je te remercie énormément Johan pour d'avoir répondu positivement à l'invitation. Ça fait quelques temps qu'on reporte, donc on a 3 minutes et on va essayer de faire vite. Malheureusement, j'aimerais que tu nous présentes ton activité, Johan. Alors déjà, merci aussi pour l'opportunité. Donc je m'appelle Johan Karamkan, j'ai 25 ans et j'habite sur la commune de Petit-Canel. Ça fait tout juste 1 an que je suis retourné au pays. Bravo. Après un master en droit. Merci. On peut dire Bouga. Revenez au pays, là, la tête bien pleine, on revient. Oui, et là, ça fait 4 mois que j'ai monté ma première société qui s'appelle JK Conseiller. Donc je fais de l'accompagnement administratif pour les entreprises. Je fais principalement tout ce qui est déclaration URSSAF, aux impôts aussi. Je réponds aux dossiers d'appel d'offres. Je fais les créations, les fermetures de structures ainsi que aussi tout ce qui est demande d'aide. Et j'ai besoin aussi de me lancer sur les demandes de subvention. Et voilà, c'est les aléas du direct. Exactement. Mais dis-nous, quel est l'objectif de tes services ? Le principal objectif, c'est d'aider et d'informer les gens. Puisque au fil de mes dossiers et de ma clientèle, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se lancent, mais parfois ils passent à côté d'opportunités ou même ils doivent peut-être payer quelques petites erreurs qu'ils ont commises au début et qui auraient pu être évitables. Donc c'est vraiment d'adopter une démarche pédagogique avec les gens que je rencontre pour les éclairer au mieux afin qu'ils puissent avancer et comprendre ce qu'ils font quand ils entreprennent. Mais je sais que ma compétence de juriste, elle m'aide beaucoup à ça pour pouvoir leur donner des conseils avisés en toutes circonstances. Justement, c'est ça, tu as fait des études de droit. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre alors ? Parce que c'est réservé souvent les études de droit à devenir avocat, juriste. Qu'est-ce qui t'a poussé à être entrepreneur ? Alors, depuis le départ, j'ai toujours voulu entreprendre. Même quand j'étais plus jeune, avant même de faire des études, quand j'étais au lycée, ça a toujours été une volonté pour moi de travailler pour moi. Après, quand je suis rentré ici, j'étais pas fermé à l'idée d'être salarié, mais je suis tombé dans une structure où je travaillais sous CDI, avec un bon salaire et même des opportunités d'évolution professionnelle très intéressantes, mais je me sentais clairement pas à ma place. Et donc j'ai préféré partir et me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque ça a toujours été une volonté pour moi. Et quel est ton pourquoi émotionnel dans ce chemin entrepreneurial ? Alors mon pourquoi émotionnel, ça c'est assez délicat.
Mais je pense que je dirais que déjà rendre fiers mes parents et les remercier déjà pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, puisque c'est une bonne éducation. J'estime que je suis quelqu'un de correct et de bien éduqué. Avec humilité. Et aussi, je pense, oui, pouvoir fonder ma propre famille et subvenir à mes besoins en ayant un certain confort de vie. Je pense que oui, si je dois avancer deux choses comme des choses qui me guident et qui me poussent à me surpasser. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, ça serait de savoir, que dirais-tu à un jeune qui souhaite entamer un parcours entrepreneurial et qui ne sait pas réellement quoi ou comment faire? Ce que je dirais principalement, c'est de ne pas hésiter. Parce que le plus important au final, c'est de faire ce qu'on aime. Parce que quand on fait ce qu'on aime, ben, en fait, c'est plus du travail. On s'amuse limite. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à entreprendre, je prends énormément de plaisir à apprendre tous les jours, que ce soit de mes dossiers, de mes recherches, ou même au contact de mes différents clients. Donc si je pouvais avoir un mot pour un jeune qui souhaite entreprendre, ben, ce serait de foncer. S'il pense avoir une idée intéressante, innovante, qui le passionne et qui le motive, il faut faire les sacrifices qu'il faut. Mieux vaut regretter d'avoir essayé plutôt que regretter de ne pas avoir tenté. Exactement. Et en prime, je lui dirais aussi de me contacter. Il aura le coup de pouce de départ qui va lui permettre de se lancer. Comment on peut te contacter, Joël? Alors, on peut me contacter par téléphone. Donc c'est un numéro de métropole au 06 58 93 68 53, comme on le voit à l'écran. Sinon par adresse mail, et normalement si tout va bien, d'ici un mois, il y aura un deuxième numéro de téléphone aussi. Fantastique. Merci. Continue. Palagué. Merci. Christelle, tes coordonnées. On montre rapidement le site internet de Roots Édition sur les réseaux, le site internet Roots au pluriel, édition au pluriel. J'ajoute juste que étant dans le livre, Montre-nous, hein. Oh, le livre. Ça, c'est le prochain livre, Les Guerriers de la Canamé. Magnifique. Qui raconte de façon fictive un fait historique de la Jamaïque, des esclaves en fuite. Très intéressant, vous pouvez le commander sur mon site. Voilà, rapidement, étant dans le papier, il y a cette entreprise éthiopienne, une jeune femme qui a créé son entreprise de papier qu'elle fait à partir de déchets agricoles. Et la prochaine étape, c'est de la contacter pour pouvoir travailler avec elle et voilà, d'utiliser ces papiers pour faire des livres. Comme ça, on a tout l'écologie, l'Afrique, les déchets agricoles, on a tout ensemble. J'investis avec toi. Bon, Jean-Paul. Oui, alors les coordonnées, alors c'est 06 90 74 66 96. Et une dernière petite chose aussi, justement, je profite pour inviter tout le monde. Dans 2 mois, c'est-à-dire du 1er au 4 février, on organise notre prochain festival des Jeux avec une dominance sur l'Afrique également. On est d'exposition, en activité et tout. Donc j'invite déjà tout le monde à se rapprocher de nous et à s'inscrire pour le festival. Ramsès, rapidement. Alors, mes coordonnées, c'est le 06 90 67 16 95. Très bien. Karine. Oui, alors ma société Fields the Market pourra réaliser vos études de marché. Et donc je suis joignable au 06 90 00 18 19. Voilà. Et Yann nous prépare un nouvel album. On attend ça. Avec impatience. Écoutez, c'est bon. Magali a dansé. Merci Yann. Merci à vous qui nous regardez. À la semaine prochaine. Bon appétit à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Eugénie. Audio Jungle.